Autre échappatoire à la guerre, mais pour les plus âgés, le hammam de la ville, bain, détente, massage, un lieu hors du temps, mais tout de même menacé. Regardez. À Alep, le palais royal construit au XIIIe siècle constitue l'un des seuls trésors de la cité antique ravagée par 5 ans de combats. Immeubles, mosquées et hammams ont subi les affres du conflit. Pourtant, au beau milieu des ruines, la vie suit son cours. Malgré la guerre, la population n'entend pas renoncer à ses plaisirs quotidiens, tels que se rendre au hammam. Nous avons été longtemps privés de hammam. Nous sommes un peuple qui aime aller au hammam. Nous aimons ce genre de passe-temps. Les jeunes aiment venir ici avec leurs amis. Aujourd'hui, nous avons pris un bain et passé du bon temps. L'endroit est bien chauffé et l'eau aussi. Puis nous avons dîné et bu du thé entre amis. Nous nous sommes bien amusés. Ces moments de relaxation, les habitants d'Alep y sont attachés. Aller au hammam fait partie intégrante de la culture du pays. Il y avait 176 hammams dans la ville d'Alep. Puis un séisme destructeur, en 1927, a détruit près de 100 hammams. Il n'en restait après que 75-76. Tout ça, c'était avant le début de la guerre d'Alep. Depuis, ce hammam est le seul à être resté ouvert. À la veille du conflit, la localité du nord-ouest de la Syrie était connue pour son intense activité touristique. Dans ses rues estropiées par la guerre, déambulaient avant 2011 des centaines de milliers de visiteurs étrangers. Alep était aussi reconnu mondialement pour son savon et la beauté de l'architecture de ses hammams. Et j'ai le plaisir d'accueillir Israël Feynman. Bonjour, bienvenue, vous êtes psychologue, victimologue. Alors peut-on comment survivre, pouvez-vous nous dire comment survivre dans une ville comme ça qui est en guerre, une ville martyre finalement? Bien, de toute façon, ça doit être très très difficile, première chose, parce que la population est soumise à une angoisse de mort, donc une crainte de mourir sans arrêt, une culpabilité aussi, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi moi? Il peut y avoir toutes sortes de syndromes qui se mettent en place, qu'on appelle l'état de stress post-traumatique. Et effectivement, c'est extrêmement difficile. Mais il y a des stratégies de survie, même dans les endroits où il y a l'enfer. Et donc, on voit, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui, face au danger de mort, eh bien, sont capables de s'adapter et d'avoir des ressources en eux-mêmes. Et ces gens-là, il faut effectivement les favoriser parce que c'est eux qui peuvent ramener un petit peu de santé mentale dans ce désordre terrible. Maurice, des images absolument terribles d'Alep qui tentent coûte que coûte de maintenir le quotidien. La vie continue malgré la guerre. Oui, je pense que c'est aussi un peu la formule secrète, c'est de maintenir une activité normale et quotidienne. On le voit à peu près partout dans les endroits où il y a des conflits. Les écoles continuent de fonctionner, les transports publics fonctionnent plus ou moins. Les services municipaux tentent d'assurer la distribution d'eau, d'électricité. Alors, on sait qu'à Alep, par exemple, il n'y a plus d'électricité dans la partie contrôlée par le régime, parce que c'est l'État islamique qui a pris le contrôle de la distribution d'électricité. Donc, il faut trouver des solutions pour s'éclairer, pour s'informer. Vous voyez, par exemple, à Alep, ils n'ont plus d'Internet depuis quelques mois. Donc, pour savoir ce qu'il se passe, il faut créer de nouveaux réseaux, des réseaux de communication avec les voisins, avec des autorités, pour se mettre au courant et savoir comment se protéger. Sarah, une autre question téléspectateur. Oui, cette fois de Anne de Strasbourg. Des enfants qui s'entraînent à la boxe, des adultes qui trouvent quelques heures de réconfort dans un hammam. Incroyable, je suis bouleversée. Ces gens-là sont-ils des victimes ou des héros ? Alors messieurs, victimes ou héros? Oui, ce qui se passe lorsqu'il y a une guerre comme ça terrible, eh bien, on ne comprend pas le sens de ce qui se passe. Ça dépend aussi, encore une fois, de la personne et de l'âge aussi, parce que pour les enfants, c'est encore plus terrible. Alors, il faut trouver un sens. Et c'est pourquoi ceux qui arrivent à produire des activités qui ont du sens en temps de paix, eh bien, peuvent permettre à la population justement de retrouver, disons, une logique à la vie. Autrement, bien, ça peut aller très loin. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à dormir parce que s'endormir, c'est peut-être mourir, etc. Donc il faut absolument favoriser encore une fois ces personnes qui amènent du sens. Mais dites-moi, on parle beaucoup de ces Syriens qui ont fui et qui se trouvent aujourd'hui dans des camps de réfugiés, dans certains pays arabes ou européens, mais on ne parle jamais de ceux qui sont restés. Est-ce par choix ou bien est-ce qu'ils n'ont pas d'autres solutions ?
Alors moi, je pense que quitter tout, c'est extrêmement difficile. Bon, à mon avis, il y en a beaucoup qui n'ont pas le choix. Ils se sont trouvés dans une espèce de trappe. Ils ne peuvent pas en sortir. Par contre, j'aimerais dire un mot juste sur ceux qui sortent et qui sont des réfugiés et qui arrivent à parvenir en Europe. J'ai vu une émission en Scandinavie, ils essayent de les amener à respecter les femmes, etc., parce que c'est pas la même culture. Mais je crois qu'il faut aller plus loin, parce que ces gens qui arrivent sont tous traumatisés par la guerre. Et un traumatisme grave. Donc il faut les prendre en charge aussi sur le plan du psychotraumatisme. Vous voyez, donc pourquoi sont-ils restés? Encore une fois, à mon avis, parce qu'ils n'ont pas pu sortir. Oui, mais alors justement, ces gens dont vous parliez, ceux qui sont finalement, qui arrivent à continuer à vivre, à essayer de continuer à vivre normalement, c'est ça l'instinct de survie? Oui, c'est exactement ça. Même au cours de la Shoah, il y a eu des gens qui ont pu trouver le moyen d'avoir cet instinct de survie qui prédominait. Bon, encore une fois, c'est pas si facile que ça. Je pense que ça dépend de la personne, de sa construction psychologique à la base, et aussi de son altruisme. C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable aussi de penser aux autres encore, etc. Parce que dans des conditions comme ça, de guerre, c'est chacun pour soi. Oui. Alors, ce sont des véritables héros. Pour moi, ce sont des héros. Sarah, une autre question peut-être? Oui, dernière question. Ces images sont terribles. Pourquoi pousser les gens à de telles souffrances? Pourquoi Assad s'obstine-t-il à massacrer son propre peuple? Jean-Claude de Paris est ému. Maurice, Israël, vous vous y collez? Écoutez, c'est clair, là, je vous ai expliqué, c'est devenu une ville symbole. Je veux dire, c'est la ville qui tient tout le nord de la Syrie. Donc, les Iraniens, qui sont les patrons de Bachar al-Assad, ont tenté de le convaincre de céder sur Alep pour assurer la défense de Damas. C'est plus important pour les Iraniens que Assad survive à Damas plutôt que de survivre à Alep, qui finalement est une ville qui est pratiquement perdue déjà. Mais Assad s'obstine parce que pour lui, c'est une question de confiance. S'il laisse tomber maintenant 2 millions de personnes qui le soutiennent, alors Damas est perdu aussi. Rapidement, on ne peut pas parler de ce sujet sans parler d'Israël qui, depuis sa création, vit justement ce genre de choses. Comment les gens vivent-ils ces situations de tension sécuritaire permanente, les roquettes, les coups de couteau, les guerres, l'intifada? Oui, alors mon ami le docteur Lopez, que vous avez interviewé il n'y a pas longtemps, a parlé du traumatisme chez les enfants d'Israël. Et je pense qu'il y a deux choses. Bon, c'est vrai que la population en Israël est assez traumatisée par tout ce qui se passe, mais il y a aussi un instinct de vie extrêmement fort et il y a beaucoup d'associations. Il y a un système associatif très puissant en Israël qui prend en charge beaucoup de volontaires pour justement aider les gens à sortir du traumatisme, sans compter évidemment les professionnels, médecins, psychologues, etc. Merci. Alors pour conclure, je propose de faire la connaissance d'Abou Omar, résident du quartier Al-Shahar dans la zone d'Alep. Il possède toujours, figurez-vous, 24 voitures de collection garées en bas de chez lui et il tente tant bien que mal de les protéger des ravages de la guerre qui dure depuis 5 ans en Syrie. Regardez. Presque tous les jours, Abou Omar vient briquer délicatement ce qu'il reste de ses voitures. Au milieu des immeubles détruits d'Alep, ce passionné possède 24 voitures de collection, mais il a du mal à les protéger du conflit qui ravage la Syrie depuis 5 ans. Il en a déjà perdu 6 dans des bombardements. Quand une de mes voitures est bombardée, c'est comme si moi ou quelqu'un de très proche avait été touché. C'est dur pour moi, comme si c'était mes enfants. Alors je descends pour voir. Ils ont bombardé plusieurs fois, mais grâce à Dieu, je continue à les réparer. Abou Omar est collectionneur depuis toujours. Sa première voiture, une Plymouth 1947. Sa famille, elle, a préféré fuir le conflit. À 69 ans, il se retrouve donc seul avec ses voitures dans sa vieille maison d'Alep, située dans le quartier d'Al-Shahar, une zone de la ville contrôlée par les rebelles. J'aime les choses anciennes, car elles étaient produites de manière plus authentique. Ça les rend plus robustes. Le fait qu'elles durent, que les hommes les aient utilisées pendant longtemps, ça montre qu'elles ont résisté au temps, comme les vieilles voitures solides, celles des années 40, 50 et 60, ou d'autres choses. J'aime tous les produits qui durent. Abou Omar a reçu plusieurs offres pour vendre ses voitures, mais il préfère attendre la fin de la guerre pour pouvoir les léguer à ses enfants.
En 5 ans, 260 000 personnes sont mortes en Syrie et plus de la moitié de la population a dû fuir son foyer.